Donc, le sujet en titre, réappropriation des applications patrimoniales pour les systèmes administratifs DCS. Puis, ça fait long à dire, fait qu'on s'est donné le nom RAP des SACS, donc système administratif DCS, puis RAP, réappropriation des applications patrimoniales. C'est le nom de notre projet, RAP pour les SACS. L'ordre du jour, je vais rapidement faire un survol sur le groupe de travail, les objectifs du groupe de travail, l'organisation des rencontres, la durée des activités. Ensuite, une description du projet RAP, donc contexte, objectif, les grandes lignes du projet. J'en ai pour peut-être une vingtaine de minutes max. Et ensuite, André Richard prendra la parole pour parler de où on en est rendu pour le module CC-IMO. Le processus de migration et la portée. Et Martin expliquera également du côté des services d'accompagnement où on en est rendu. Donc, processus et portée également par rapport aux services. En ligne avec nous, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a également quelques employés de la GRIX pour entendre aussi ce que vous auriez à dire et entendre pour une mise en commun sur le dossier pour tous. Donc, il y a des développeurs, il y a des conseillers en implantation, il y a d'autres PO. Donc, on est bien entouré. Donc, un rappel, surtout, la majorité, vous avez entendu parler de ce projet-là, mais peut-être qu'il y a des nouveaux, peut-être que pas tout le monde a la même lecture de la situation. Donc, rapidement, je vais, en fait, je vais parler du groupe de travail. Après, ça va être le projet. OK. L'objectif du groupe de travail, c'est d'aider la GRIX à anticiper et tenir compte des enjeux des CS. Donc, vraiment, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous recevez le projet d'une perspective de la portée des travaux, des livrables qui sont envisagés, puis de la stratégie de mise en œuvre. Aujourd'hui, on couvre surtout CC-IMO, comme j'ai mentionné. Il y aura des prochaines rencontres pour couvrir RH et CFA Pro. Les prochaines rencontres, je vais les organiser sensiblement de la même façon. Donc, ce sera un appel à tous. Ce sera un appel à tous et on ne mettra pas de restrictions sur le nombre de personnes qui peuvent participer parce que vraiment, l'objectif, c'est d'aller chercher le coût. La rétroaction, j'ai monté un petit formulaire très court. C'est 4 questions avec puis les questions sont assez ouvertes, pas très dirigées. C'est vraiment pour aller chercher votre feedback. Pourquoi par formulaire? C'est qu'au nombre de participants qu'on est, ça serait probablement difficile de donner la parole à tout le monde et de donner une chance à tous de s'exprimer ou même de poser des questions. Actuellement, les micros ont tous été désactivés, mais vous avez accès à l'outil de clavardage avec Alexandra, qui agit de modérateur et de co-animateur. Donc, ce que je demanderais, si vous avez des questions, on va tenter de répondre à la fin, dépendamment du temps qu'on a. Vous pouvez les mettre dans le clavardage, envoyer ça à Alexandra Mio. Et si on a le temps, ben, en fait, on prendra toutes les questions qu'on peut à la fin. Je ne sais pas comment ça va se présenter en termes de temps. Et si on n'aura pas la chance, à ce moment-là, je vais vous demander de mettre les questions dans le formulaire que vous allez recevoir par courriel. Là, les gens qui vont recevoir le formulaire, c'est ceux qui se sont inscrits parce que c'est les adresses courriels que j'ai. Et pourquoi je ne les prendrai pas dans le clavardage directement, ben, c'est que je vais avoir de la difficulté à identifier votre nom Zoom avec qui vous êtes et dans quel CS vous êtes. Donc, juste reprendre les questions dans le formulaire et on va tenter de répondre du mieux qu'on peut après la rencontre, dans le fond, si on manque de temps. Donc, je l'ai dit, c'est un appel à tous de représentativité de tous les services, en fait, les souhaités et toutes les tailles de CS. Je crois qu'on aura terminé nos activités début 2021 après que tout l'ensemble des pilotages des modules a été fait. Mais je suis ouverte aussi à poursuivre par la suite. Ça va dépendre un peu de la volonté des gens puis des objectifs dans le fond.
Je tenais à vous remercier encore une fois. Vous avez vraiment répondu à l'appel en ligne. On a une cinquantaine de participants représentant 27 CS. Donc, c'est excellent comme représentativité. Bon, on arrive à notre projet. Donc, un rappel pour ceux qui sont moins familiers ou qui sont peut-être pas entièrement à jour sur la situation. Donc, en novembre 2019, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il renforçait ses orientations en matière de réutilisation des solutions informatiques existantes au sein de l'administration publique. Donc, malgré que Mosaïque AX était en cours et tout ça, c'est une réalité, c'est un contexte politique et externe, non contrôlable, non dans notre contrôle. Le ministère nous a annoncé qu'il privilégiera la solution Sagir pour la suite du processus. Donc, à ce moment-là, la GRIC a pris la décision de cesser les investissements dans Mosaïque AX et on concentre tous nos efforts sur la réappropriation des systèmes administratifs. Évidemment, on parle de achat, dauphin et PGRH. Le projet, en gros, c'est un projet d'accompagnement pour la migration des données, puis en gros, c'est les services d'implantation, de formation et de soutien. Les fonctions de Mosaïque AX seront maintenues jusqu'en décembre 2022. Et la raison pourquoi 2022, c'est quand même assez contraignant comme date, compte tenu du nombre de CS. Il y a quand même 72 CS qui utilisent Mosaïque AX à différents niveaux. Mais en gros, en fait, le projet, c'est un projet d'élimination de risques et réduction des coûts. Donc, il y a un risque qui est associé à la date de décembre, c'est la fin de soutien de Microsoft Dynamics AX 2012. Donc, avant décembre 2012, il fallait soit passer à une version plus récente de Dynamics ou de lâcher de toute façon AX 2012 parce qu'il n'y aura pas de projet. Donc, c'est ce qui drive la date. Puis aussi, le projet vise à minimiser les risques et les coûts annuels d'ici à ce que le projet du gouvernement soit implanté dans toutes les CS, parce que c'est quand même coûteux, ces systèmes-là. Donc, on va pouvoir minimiser les risques pour la période en question. Éventuellement, les CS allaient passer à une solution du gouvernement. Et ce projet-là également va simplifier le projet éventuel en ayant un portrait un peu plus uniforme pour la migration vers le système futur. Donc, toutes les CS seront sur les mêmes systèmes. Il n'y aura pas de variation et par rapport à le portrait de la CS qui doit être migrée. Et en même temps, on élimine le parallélisme applicatif pour les CS, ce qui était quand même difficilement vécu pour vous au quotidien, dans le fond. Je l'ai dit, la contrainte la plus importante, évidemment, c'est au niveau du calendrier de déploiement, d'arriver à la date butoir. Donc, on doit absolument avoir terminé la migration pour la fin 2022, si on veut. En fait, c'est le target, l'objectif. Puis, on est à travailler notre planification détaillée. Donc, je peux pas nécessairement aujourd'hui arriver puis dire assurément comment on va le faire, mais on a des bonnes idées, on a beaucoup avancé dans notre réflexion. Je suis pas en mesure de vous présenter un calendrier aujourd'hui. Ce que je peux vous présenter, par exemple, c'est que d'ici décembre 2022, en fait, d'ici, je pourrais même dire, là, je ne sais pas si, j'imagine que vous voyez ma souris ici. D'ici le premier trimestre 2021, on aura terminé le pilotage de tous les modules. Donc, j'ai CF Appro qui sera fait au premier trimestre 2021. J'ai IMO-CC qui va être fait cet été, donc été 2020.
Et RH, le pilotage, on vise l'automne 2020. Donc, je parlais tantôt de le groupe de travail. En fait, ce que je disais, c'est qu'après qu'on aura fini le pilotage de CFA Pro ici, ben, on va être uniquement en implantation. Les 3 barres qui sont très longues ici continuent jusqu'à la fin décembre 2022. C'est les activités d'implantation. Donc, je crois qu'après qu'on aura terminé le pilotage, ben, on sera en mesure de poursuivre avec les implantations telles que prévues et validées lors des pilotages. Donc, aujourd'hui, je le disais, c'est principalement un atelier pour vous présenter où on en est rendu par rapport à CC IMO. C'est sûr qu'on est encore ici, on a jusqu'à la fin juin pour la conception des outils et des services. Là, en fait, André et Martin vont vous présenter où on en est rendu, mais c'est sûr que ça pourra changer. En fait, le but, c'est de recevoir le coût du réseau, donc possiblement qu'on aura certains ajustements à faire dépendamment de ce qui en ressort. Une orientation que je n'ai pas mentionnée quand même, qui est quand même importante là, dans le projet, on consomme les systèmes patrimoniaux tels quels. Donc, il n'est pas prévu de fermer des écarts fonctionnels entre AX et des systèmes patrimoniaux. C'est vraiment un projet de migration et de réappropriation des systèmes tels quels. À ce moment, André, moi, je vais arrêter mon partage et je vais te laisser partager ton écran. Excellent. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excellent. Bon, je me présente, André Richard, propriétaire de produits à l'Agrix. Je m'occupe présentement du projet de migration pour le retour vers les applications patrimoniales. Je vais vous partager mon écran pour reprendre. Ça devrait fonctionner. Donc, comme Roberta disait, moi non plus, je ne vous vois pas. Donc, je vais focuser sur l'écran. Donc, je vais vous présenter, moi, la partie au niveau du développement, donc où on en est présentement au niveau de la solution, comment on va faire cette migration-là. On va aller dans un détail un peu plus fin. Et je réitère sur ce que Roberta vient de dire. On est en train de vous présenter une solution qui est actuelle, ce qu'on a fait maintenant. Ça ne veut pas dire que quand on va arriver dans les commissions scolaires ou dans les centres de services, ça va être la solution. Ça se peut que ça change un peu, mais les grosses lignes sont là. Le travail, en fait, est déjà bien entamé. On sait où qu'on s'en va. Donc, je vais vous présenter, pour commencer, l'état de la situation. Je vais vous parler des systèmes, pas nécessairement du projet, mais de l'état de la situation dans les systèmes. Je vais vous montrer comment on va migrer les auxiliaires des immobilisations puis celui de la comptabilité client. On va parler du processus de migration. Puis, je vais vous montrer aussi ce qu'on va ramener, donc les pièces jointes, les fichiers, les rapports PDF. Puis, je vais finir avec la gouvernance des données, la sécurité, parce qu'il faut en parler. C'est important aussi qu'on maintienne tout le long de ce processus-là une certaine sécurité sur vos données et sur la gouvernance des données. Je commence avec l'état de la situation. Bien, comme tout le monde le sait présentement, l'ensemble des transactions sont gérées dans Mosaic au niveau des auxiliaires IMO et CC. Oups. Il y a quelqu'un. Excusez-moi. Donc, la majorité des transactions est gérée dans Mosaic au niveau des auxiliaires IMO et CC et retourne dans Dauphin par des écritures comptables. Donc, on a dans un parallélisme, on a 2 systèmes, plusieurs personnes qui arrivent en même temps. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais bon, excusez-moi. Donc, on a du parallélisme, on a des écritures dans les 2 systèmes. Ça revient dans Dauphin principalement par des écritures comptables. Donc, les auxiliaires dans Dauphin ne balancent pas. On a une incohérence comptable. Les auxiliaires aussi ne balancent pas parce que le jour où on a migré vers Mosaic, on a amené tous les sols de Dauphin dans Mosaic et on n'est pas venu fermer ces sols-là nécessairement. Quand les écritures ont redescendu dans Dauphin, ça ne vient pas fermer nécessairement le compte client, il ne vient pas s'appliquer dessus. On avait fait ça de façon à ce qu'un jour, on passe complètement en Mosaic. On ne pensait pas revenir dans Dauphin. Donc, il y a une incohérence là. C'est présentement le statut au niveau de ce système-là. Il y a beaucoup de données aussi qui sont puisées par Infini. Donc, on va récupérer des données avec Infini pour voir toutes sortes de transactions. Souvent, c'est les directeurs d'école. Il y a plusieurs personnes qui utilisent ce système-là. Fait qu'il faut s'assurer aussi que ça fonctionne dans notre solution. On a vraiment une différence incroyable entre les deux systèmes au niveau de la structure des données, des tables. Ça joue sur notre solution, puis ça joue de la façon dont on va ramener les informations dans les systèmes. C'est vraiment différent.
Il y a l'historique des transactions, il faut que ça soit conservé. Pour vous, c'est important que vous récupériez toute l'historique des transactions, que vous ayez accès à ces données-là. Mais c'est sûr que la valeur de ces données-là vont descendre avec le temps. Au départ, c'est sûr que vous allez consulter, disons, une facture financière que vous avez faite de l'année passée, mais plus le temps va avancer, à moins que vous ayez un litige avec un client ou un fournisseur, ces données-là, ils n'auront pas nécessairement de valeur. Il va en avoir de moins en moins, plus le temps va passer. Donc, il y a quand même un effort qui est fait, mais on ne pourra pas peut-être ramener toutes les transactions dans le système. Je vais en parler un peu plus tard. Et il y a beaucoup d'interdépendance entre les systèmes. On avait CIMAC et PayGRH précédemment. On a une passerelle entre PayGRH et on a un lien vers CIMAC. Il faut en prendre compte dans nos solutions. Maintenant, au niveau de la migration des immobilisations. Les immobilisations, c'est probablement un des modules où on n'a pas le choix de tout ramener les transactions. En fait, pour que le système puisse recommencer à calculer de l'amortissement, on n'a pas le choix de s'assurer qu'en arrière, tous les fiches d'immobilisation dans Dauphin, on ait tous les acquisitions, tous les amortissements pour être capable de calculer la bonne valeur de dépenses d'amortissement. Donc, c'est le module qu'on va ramener le plus d'informations dans Dauphin. On va vraiment aller copier l'auxiliaire de Mosaic et le mettre dans Dauphin. Donc, chaque fiche qui existe dans Mosaic va être recopiée dans Dauphin. On va venir mettre les acquisitions, les amortissements. Donc, la valeur nette de chaque mobilisation va être pareille comme dans Mosaic. Il y a toutes les fiches qui sont mises au rebut dans Mosaic parce que vous avez utilisé Mosaic pour faire de la mise au rebut seront aussi dans la même méthode dans Dauphin. Donc, il y aura le même statut de mise au rebut dans Dauphin. Les fiches d'immobilisation de type revenu reporté que plusieurs CS ont commencé à utiliser. Donc, il y a des CS qui ont utilisé le module des immobilisations dans Mosaic pour calculer le revenu reporté. Donc, on fait une inversion de poste comptable au niveau de l'amortissement et de la dépense d'amortissement, ce qui faisait en sorte que ça reportait les revenus. Ça fonctionnait super bien. Ça n'existait pas, cette notion-là, puis il y avait des contraintes au niveau de Dauphin qui ne permettaient pas de faire ça nécessairement de la bonne façon dans Dauphin. On va quand même ramener les revenus reportés, puis on va les gérer dans Dauphin. Les CS qui faisaient ça n'auront pas à retourner dans un Excel. C'est bien important de dire aussi que toutes les données en lien avec les immobilisations seront accessibles par des requêtes SQL, puis un outil de recherche. En fait, l'outil de recherche, c'est des requêtes SQL, puis je vais en parler plus tard à la fin. Je tiens à le dire, toutes les données, malgré qu'on ramène toutes les transactions, toute l'information qui existait dans Mosaic va être toujours disponible. Au niveau de la comptabilité client, ce qu'on va faire, c'est que pour ramener le solde des comptes clients, on ne pourra pas ramener toutes les transactions avec tous les factures et tous les paiements. En fait, la structure des données est extrêmement différente entre les deux. C'est un travail qui était exhaustif. On ne voulait pas se lancer là-dedans, puis surtout que, comme j'ai mentionné, la valeur va décroître avec le temps. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener un solde par facture en cours, par l'entremise d'une écriture comptable qui est nulle. Ce qui veut dire qu'on va faire toujours une écriture compte client à compte client. Puis pourquoi on le ramène par facture? C'est pour être certain que vous puissiez continuer à faire du suivi au niveau chronologique. Donc, voir vos comptes dans les 30-60, 60-90 jours, mais ça va être possible parce qu'on va ramener chaque facture avec le solde au lieu de ramener juste le solde par client. Tous les documents qui ont une valeur légale, donc quand vous avez besoin de réimprimer une facture financière, un relevé de compte, une note d'intérêt, parce qu'il y a un litige avec un client, il y a un litige avec un fournisseur, un client veut avoir son relevé de compte, sa note d'intérêt, tous ces documents-là seront exportés sous le format PDF, sont accessibles rapidement. Donc, vous allez être capable de réimprimer n'importe quel document, vous allez tous les avoir, on va les conserver aussi en termes de traces pour les audits. Là. Donc, si vous avez un audit au niveau comptable, vous allez être capable de sortir ça. Sauf qu'éventuellement, quand un document sur une facture financière, on ne voit pas les postes comptables. Donc, ça aussi, ça sera disponible de voir toutes les informations avec à peu près toutes les transactions possibles qu'on peut penser, là, que ce soit un paiement client, que ce soit une facture client, une fiche d'immobilisation, les informations du client, ceux-là aussi seront accessibles par l'entremise d'un outil de recherche. Donc, on va faire beaucoup de choses pour vous permettre d'aller récupérer ces informations-là. Donc, priorité, au niveau des immobilisations, on ramène vraiment toutes les transactions. Et au niveau de la comptabilité client, on va vraiment s'attarder de ramener le solde de chaque facture pour être certain que la date d'échéance fonctionne et que la date du document soit rentrée dans Dauphin pour faire le suivi chronologique. Ça va vous aider aussi pour faire le calcul des intérêts s'il y a des commissions scolaires qui faisaient du calcul d'intérêt, mais ça sera toujours possible parce qu'au moins, on aura une chronologie. Je monte en haut niveau maintenant un processus holistique de la migration. Donc, c'est un survol du processus. Ça va être une boucle en 2 temps. Et je vais revenir au processus de migration
quelques slides. La raison pourquoi je veux vous montrer le processus à haut niveau, c'est pour que vous voyez qu'on va faire ça va être un jeu de transfert entre nous et vous. Au départ, on voulait faire vraiment la migration avec vous, puis faire ça par la prise en distance. On se rend compte qu'en fait, ça serait complexe, ça serait plus de troubles. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire la migration de notre côté, puis on va vous redonner les bases de données migrées. Comme ça va être comme un peu clé en main, puis on va transférer moins les données, puis on va avoir besoin de moins de relier sur la bande passante ou l'Internet. Donc, comment ça va fonctionner au départ? Bien, avant même de pouvoir migrer, faire la migration, il faut que vous balanciez les systèmes, vous balancez vos auxiliaires. Donc, balancez votre auxiliaire en Mosaic et en fait, le grand livre de Mosaic et l'auxiliaire de Mosaic, et ensuite de ça, entre Dauphin et Mosaic. C'est sûr que si vous balancez votre auxiliaire de Mosaic avec le grand livre de Dauphin, mais en théorie, ça devrait fonctionner. Mais il faut que ça soit fait avant qu'on fasse la migration. Une fois que vous allez balancer vos systèmes, que vous êtes prêts à faire la migration, on va commencer par la première loupe, on va faire une simulation. Donc, on va vous demander de nous envoyer une base de données. On ne vous arrête pas du tout, vous continuez à travailler. Et là, on va faire, nous, une simulation de notre côté pour évaluer comment le système va réagir lorsqu'on fait les scripts. Est-ce que les données sont correctes? Est-ce qu'on est capable de ramener toutes les données au terme des immobilisations? Et au niveau de la comptabilité client. Les fiches clients aussi vont être ramenées, l'information au niveau des clients qui va être ramenée dans Dauphin pour le mettre à jour. Il n'y avait pas de mise à jour. Puis souvent, quand on faisait la migration vers Mosaic, ce qu'on disait aux clients souvent, c'est qu'il fallait qu'ils créent les clients, quand ils en créent un nouveau dans Mosaic, il fallait qu'ils le créent aussi dans Dauphin. Mais on leur disait de ne pas aller mettre l'adresse, ces informations-là, parce que la gouvernance est au niveau de Mosaic. On va ramener les informations sur les fiches clients dans Dauphin. J'en ai pas parlé tantôt au niveau du module de la comptabilité client. Donc, une fois que vous nous envoyez la base de données, nous, on va mettre en place un environnement de transition sur lequel on va aller chercher vos données de AX, on va prendre vos données de Dauphin, éventuellement de achat, et là, on va faire les scripts, on va rouler des scripts en simulation et on va vous retourner un rapport de simulation en vous disant, peut-être qu'il y a des données de votre côté à corriger. C'est sûr qu'au départ, nous aussi, on va tester nos outils, fait que ça se peut qu'on s'adapte un peu dans la première boucle. Et on va vous envoyer ce rapport avec les corrections à faire de votre côté s'il y a des corrections à faire au niveau de vos données, de vos informations. Vous allez faire les corrections et on va repasser dans la boucle. Donc, on va vous demander de nous renvoyer une base de données actualisée. C'est sûr qu'il faut qu'elle soit balancée aussi, qu'il y a un retour qui a été fait de Mosaic à Dauphin. Donc, il y a une synchronisation entre les deux bandes. Et ensuite de ça, nous, on va la remettre dans notre environnement de transition. On va rouler les scripts et on va vous livrer les bases de données. Ce que je voulais, comme je dis ici, ce que je voulais montrer, c'est qu'on va tout faire ce transfert-là par l'entremise de Nextcloud. Donc, on va se transférer des bases de données à 2 reprises lors du processus de migration. L'environnement de transition, comment ça fonctionne? C'est qu'on va, comme j'ai dit, on va aller chercher toutes les données de Mosaic, on va les mettre sur un serveur hébergé dans un environnement fermé. Et on va prendre ces données-là, on va rouler les scripts. Ensuite de ça, une fois qu'on va terminer, on va aller chercher tous vos fichiers des pièces jointes. Les pièces jointes dans le système, dans Mosaic, n'existent pas dans Dauphin. Donc, il n'y a pas de place pour les ramener directement dans Dauphin. Et dans Mosaic, on avait beaucoup de liberté au niveau des pièces jointes. On pouvait les accrocher sur à peu près n'importe quelle entité. On pouvait les mettre sur une fiche client, sur une facture client. On pouvait même le mettre sur la ligne de la facture client. On peut les mettre à peu près n'importe où. Même chose pour fournisseurs. Je ne parle pas beaucoup de fournisseurs approvisionnement, mais ça s'applique aussi. On commence à y penser beaucoup quand même à ces modules-là quand on met en place nos solutions. On va y revenir éventuellement dans une autre rencontre de comité où on parlera vraiment de la solution pour comptabilité fournisseur et approvisionnement qui sera peut-être un peu différent. Et là, on va rouler les scripts. Et une fois qu'on va terminer de rouler tous ces scripts-là, d'avoir extrait les fichiers, autant les rapports qu'on veut sortir. Donc, tantôt, je vous ai parlé de rapport PDF. On va sortir une panoplie de rapports PDF. On va sortir des fichiers des pièces jointes de votre système. Et on va aller chercher aussi tous les fichiers qui existent sur l'espace partagé. Donc, vous avez déposé des fichiers sur le portail. Il y avait un petit répertoire qui s'appelait l'espace partagé. Souvent, ce sont des fichiers de permutation entre les systèmes, donc avant-garde, GPI, ou tout simplement des documents de travail, donc un Excel, un Word dans lequel vous déposez des notes, des analyses. Pardonnez-moi. Donc, ces fichiers-là seront récupérés aussi et on va vous les remettre une copie. On va conserver l'arborescence de répertoire qu'il y avait sur l'espace partagé et on va vous la remettre. Donc, une fois qu'on va terminer, on va vous remettre un espèce de paquet, un livrable, dans lequel il va contenir des bases de données, différents fichiers et éventuellement des requêtes SQL qui seront une espèce d'outil, des vues SQL qui permettent d'aller chercher à peu près n'importe quelle donnée. Pardonnez-moi. Et bien important
de mentionner ici, c'est qu'on vous redonne une base de données qui s'appelle Mozisto, qui est en fait les données de Mosaic. Donc, tous les données qu'il y avait dans Mosaic, on va vous les donner. La seule chose, c'est qu'on va aller enlever plusieurs données qui sont sensibles, qui n'ont pas besoin d'exister dans ces bases de données-là, comme le numéro d'assurance sociale des employés. Donc, on va aller vraiment épurer un peu les données qui sont sensibles, très confidentielles, puis qui existent déjà dans d'autres systèmes. On ne va pas faire de chiffrement sur ces bases de données-là ou aller essayer de cacher l'information. On va vraiment enlever ce qui n'a pas besoin d'être là. Et tout ce qui a une valeur pour vous, donc en termes de transactions, on va le garder. On va essayer de réduire la taille aussi, enlever des tables sur cette structure-là que vous n'auriez pas besoin, qui étaient reliés à des modules qu'on n'a pas utilisés dans Mosaic ou plutôt dans Dynamics. Mais cette base de données va vous appartenir ensuite de ça et vous allez pouvoir la consommer comme vous voulez, avec n'importe quel outil, que ce soit par requête SQL, avec Access, avec Tableau, Power BI. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses avec. Le processus de migration. Donc, le processus de migration un peu plus en détail, tantôt on était à haut niveau, maintenant en détail, c'est 6 étapes principalement. Ça ne veut pas dire que présentement, ce que je vous présente, c'est le processus de migration au niveau du développement. Ce n'est pas nécessairement qui va se passer réellement avec vous, dans le sens qu'il va y avoir des étapes de formation. Puis ça, Martin va en parler un peu plus tantôt. Ça va s'entremêler entre de formation et de toutes sortes d'activités, d'ateliers d'orientation. Moi, ce que je parle ici, c'est beaucoup au niveau du développement puis des prérequis au niveau fonctionnel pour que ça fonctionne, la migration. Donc, pré-migration, avant même de commencer la migration, nous, on va commencer à extraire les documents PDF. C'est une tâche qui est extrêmement longue d'imprimer des documents puis les transférer en PDF. Il y a des commissions scolaires qui ont plus de 10 000 factures, 10 000 commandes. Donc, il faut les sortir, il faut les extraire. Ça prend un certain temps. On va commencer en amont avant même de commencer la migration. De votre côté, à vous, avant de commencer la migration, il faut que vous balanciez vos systèmes et vos auxiliaires, donc comme je l'ai mentionné tantôt, et vous fassiez un peu de nettoyage de données. Présentement, au niveau de CCMO, les commissions scolaires qui ont juste comme comptabilité client et immobilisation dans Mosaic, présentement, la seule chose qu'ils ont à nettoyer surtout, c'est les adresses de leurs clients. Fait que les clients, donc, vous n'avez pas ramené les adresses dans Dauphin, quand vous avez créé votre client dans Dauphin, vous n'avez pas rentré d'adresse. Nous, on va extraire toutes les adresses de Mosaic, on va les mettre dans un fichier, puis on va demander de les valider, puis on va les rentrer à partir de ce fichier-là. Donc, si vous voulez faire des changements dans le fichier, vous allez pouvoir, mais si vous faites du ménage en amont, bien, ça sera déjà fait. Parce que ça se peut que vous, dans Dauphin, vous aviez un client qui est un client fournisseur, puis vous l'utilisez comme fournisseur dans Dauphin, mais ce client-là, ça se peut qu'il ait la bonne adresse déjà, puis l'adresse qui était dans Mosaic n'est pas nécessairement la même, puis elle n'est pas bonne. Donc, il y a un certain raisonnement à faire, mais il y a du nettoyage à aller faire. Vous pourriez le faire dans Mosaic, comme vous allez pouvoir le faire aussi éventuellement dans le Excel, parce qu'on va prendre les données qui sont dans ce fichier-là. Ce n'est pas un fichier Excel, c'est un fichier CSV, mais vous pouvez l'ouvrir avec Excel. Une fois que vous allez terminer ce ménage-là, parce que vous pouvez le faire en amont, vous nous envoyez les bases de données à la veille de la date qu'on va avoir cédulée pour faire la simulation. Fait que, probablement, il va y avoir des activités en amont en termes de services, donc de formation et d'atelier d'organisation. Mais là, lorsqu'on arrive à la simulation, vous nous envoyez une base de données. Nous, on va mettre de notre côté en place l'environnement de transition que je vous ai montré tantôt. On va établir un point de référence. Un point de référence, ce que ça veut dire, c'est sortir plein de rapports de Mosaic et de Dauphin. Donc, balance de vérification, autant dans Mosaic que dans Dauphin. On va sortir la liste des immobilisations, le trafic, le détail des immobilisations dans Dauphin. On va sortir aussi dans Mosaic. On va sortir plusieurs autres rapports pour la ventilation chronologique. Ce qu'on veut déterminer ici, c'est que quand on va exécuter les scripts, une fois qu'on va terminer d'exécuter les scripts, que l'intégrité financière, elle n'a pas été changée. En réalité, toutes les transactions qu'on va faire, nous, au niveau des scripts, c'est d'aller modifier l'auxiliaire des immobilisations et celui de la comptabilité client. On ne devrait pas toucher, comptablement parler, toutes les transactions devraient être nulles. Donc, on va s'assurer qu'on a gardé cette intégrité fonctionnelle. Cette intégrité-là au niveau des données, et on va aller faire des tests fonctionnels. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'une fois que les données vont être ramenées dans Dauphin, bien, on va aller essayer de rouler le processus des immobilisations dans votre banque. On va aller créer des factures clients. On va aller faire des encaissements accélérés. On va s'assurer que tout le processus continue une fois que la migration est finie. On va vous envoyer un rapport de simulation dans le cas qu'il y a des corrections à faire de votre côté. S'il n'y a pas de correction, on va juste vous dire tout est beau. Et nous, en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est de valider avant même de faire la migration. Est-ce qu'on a des problèmes avec vos données ou est-ce qu'on a des problèmes aussi de notre côté avec nos outils? Une fois qu'on a fait ça, donc, on vous envoie un rapport. S'il y a des corrections à faire, on vous envoie un rapport en disant il faut aller corriger telle donnée parce que
Exemple, il y a un nom de client avec un caractère spécial. Je n'imagine pas que ça va être un cas, là, mais ça pourrait être un genre de correction à faire. Fait que là, de votre côté à vous, vous pouvez aller faire la correction. Vous faites ces corrections-là. Dans un deuxième temps, vous rebalancez vos auxiliaires, vos systèmes, vous renvoyez, vous faites la conciliation vers Dauphin. Donc, toutes les transactions que vous avez corrigées, les choses que vous avez faites dans Mosaic, vous vous assurez que ça revient dans Dauphin. Et là, le jour de la migration, le jour qui va être cédulé d'avance dans le calendrier d'implantation, on va refaire la même chose. Pendant tout ce temps-là, vous n'avez jamais arrêté. Là. La simulation se fait en parallèle, c'est transparent. Nous, que ça ne fonctionne pas, ça n'arrête pas vos systèmes, ça ne vous demande pas d'arrêter de travailler dans vos bases. Lorsqu'on arrive à la migration, par contre, là, il faut qu'il y ait un temps d'arrêt parce qu'il ne faut que personne fasse de transaction. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre Mosaic et Dauphin. Donc, on arrête dans les deux systèmes. De notre côté, à nous, on va probablement mettre une icône de maintenance au niveau de AX. Donc, ça va empêcher les gens de rentrer dans AX. De votre côté, à vous, il faut aller aussi valider qu'il n'y a personne qui va pouvoir se connecter. Peut-être enlever la sécurité ou mettre quelque chose en place pour être sûr que personne puisse se connecter. Donc, on va recommencer le même processus qu'on a fait lors de la simulation au niveau de la migration. On va mettre en place l'environnement de transition, on va faire le point de référence et là, on va faire l'extraction des documents PDF, mais en Delta, parce qu'on a déjà fait en amont déjà plusieurs affaires. Donc là, on va ramasser juste les fichiers qui manquent entre le jour du dernier roulement de notre traitement puis le jour de la migration. Même chose pour les données. Et nous, on a déjà fait une simulation. Tout ce qu'il y a entre le jour de la migration et la simulation, c'est juste une semaine qui s'est passée, mais c'est une semaine de transactions qui pourrait être différente lors de la simulation. Fait qu'on a déjà bien contrôlé ce qui s'est passé. Une fois qu'on a fait les scripts, on a roulé nos scripts pour les IMO pour CC, on valide l'intégrité des données. Puis on déploie le paquet, comme je vous ai montré dans la slide avant. On va vous envoyer les bases de données, les fichiers, les pièces jointes, les rapports PDF et les fichiers qu'il y avait sur OVH. Disons qu'on a une erreur, ça ne fonctionne pas bien, on n'est pas capable de faire la migration, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactiver la switch de Mosaic et le lendemain, vous continuez comme si de rien n'était. Donc, on va essayer, notre façon de procéder, essayer de mitiger le plus les risques de non-fonctionnement. Donc, comme je dis, c'est transparent au moment si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, le lendemain matin, on vous envoie un paquet, vous pouvez restaurer ces bases-là. Au niveau Dauphin achat, vous allez remonter l'environnement sur vos serveurs. Une fois que c'est fait, il y a quelques petites configurations à aller faire dans Dauphin. Pour l'instant, au niveau de la CCIMO, chose à aller changer, c'est super important d'aller changer le lien vers l'entrepôt de données. L'entrepôt de données AX, ça permettait à Infini d'aller puiser les informations au niveau de la comptabilité fournisseur surtout, mais ça allait puiser aussi de l'information dans l'entrepôt. On va vous connecter directement sur la nouvelle base de données qui s'appelle Mosaic Histo, on l'appelle comme ça, Mosaic historique, donc toute votre historique de transaction. Vous allez la connecter directement là-dessus. Il y a tous les tables, toutes les mêmes informations sur l'entrepôt de données sont dans cette base de données-là. Donc, on n'aura pas de duplicat de base de données. Vous donnez toute votre historique de Mosaic d'un côté, puis vous donnez un entrepôt de données. Les deux vont être ensemble et on va aller configurer Dauphin pour qu'il ait épuisé les informations directement dans cette table-là. Ça va être hyper important qu'au moment de la restauration, vous allez synchroniser CIMAC. Le lien CIMAC, il faut aller faire une synchronisation, une dernière synchronisation, s'assurer que toutes les transactions, donc toutes les dépenses, là, ça va être hyper important pour les gens qui ont la comptabilité fournisseur. Puis je l'ai marqué ici pour que pour vous montrer que c'est hyper important, mais surtout pour les gens qui vont à la comptabilité fournisseur éventuellement, ça va être encore plus important parce que toutes les dépenses qui ont été faites dans Mosaic et qu'il ait généré une sortie de fonds, mais il faut qu'il soit ramassé avant qu'on ferme l'environnement. Donc, synchronisation de CIMAC, hyper important. Une fois qu'on a terminé ça, bien, en post-migration, on va aller fermer l'environnement AX. Et donc, ça va être la fin de Mosaic AX. C'est bien entendu que de notre côté, l'environnement pré-prod va être fermé peut-être 2 à 3 jours après la migration. Mais l'environnement production d'AX ne sera pas fermé tant aussi longtemps que vous n'avez pas fait un cycle complet dans Dauphin. Donc, vous n'avez pas roulé le processus des immobilisations, vous n'avez pas rentré des factures clients et des encaissements. Donc, on veut s'assurer que ça fonctionne bien. S'il y a quelque chose, on sera toujours capable de rouvrir l'environnement. Elle ne sera pas fermée en réalité, elle va juste non accessible. Donc, on peut la rouvrir n'importe quand pour s'assurer qu'on peut aller chercher des rapports, on peut aller chercher de l'information. Vous pouvez vous connecter, on peut retourner dedans si jamais il y a une force majeure qui nous empêche et qu'on est obligé de retourner dedans, on serait capable. Donc, on ne va pas la fermer tout de suite, mais éventuellement, elle va être fermée.
Processus d'assimilation, je voulais montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air, l'interaction entre les différents intervenants du côté de la CRIX puis avec vous au niveau du processus de simulation. Fait que là, pour la première étape de simulation, comme je vous avais dit, on balançait les systèmes. Ensuite de ça, vous nous envoyez vos bases de données Dauphin et Achat. Et de notre côté, au niveau des opérations, ils vont prendre une copie de votre base de Mosaic et vont la donner. Ils vont la donner aux gens des services. Donc, les gens des services, c'est eux qui vont faire la migration avec l'assistance du développement. Donc, on va packager une méthode de migration, parce que les services sont capables d'être indépendants à ce niveau-là. Donc, eux, ils vont mettre en place l'environnement de transition sur un environnement qui est fermé, donc non accessible sur l'Internet. C'est vraiment un environnement fermé chez nous, sur nos serveurs. Ils vont établir le point de référence. Ils vont rouler les scripts. Une fois que les scripts vont être roulés, ils vont valider l'intégrité des données. Ils vont faire les tests fonctionnels que je vous ai mentionnés tantôt, vont sortir le rapport de simulation et vous l'envoyez. S'il y a quelque chose, mais le développement va toujours être là en soutien pour faire les correctifs au niveau des scripts, pour faire des correctifs sur base de données. On va vraiment s'assurer que ça se passe en douceur. L'équipe de soutien et de service va travailler main en main, là, donc ça va être fait de conjointement. Le processus de la migration, même chose. La seule chose, c'est qu'ici, on n'offre pas de tests fonctionnels parce qu'ils vont être déjà faits. Donc, on va juste faire la validation d'intégrité de données. C'est tous les rapports qui vont être sortis à ce moment-là au niveau de la validation d'intégrité des données, ils vont vous être remis aussi. Ça, je vais en reparler. Donc, première chose, pièces jointes et fichiers. Donc, les pièces jointes, j'en ai parlé tantôt rapidement, mais tous les pièces jointes qui existent dans le système, qui sont sauvegardés dans la base de données ou directement sauvetage dans les répertoires de l'espace partagé, vont être extraits du système et on va les mettre dans une arborescence de répertoire qui va faciliter la recherche. Donc, on va les sortir, on va mettre un espèce de répertoire racine. J'ai fait une espèce de petite modélisation en bas. Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça va être fait, mais ça va ressembler à ça. Dans le sens que, premièrement, on va avoir un répertoire racine, ensuite de ça, un répertoire qui s'appelle client. Dans le répertoire client, j'ai un répertoire, disons, client 001 qui est votre client à vous, dépendant de votre numérotation. Et là, dans ce répertoire-là, ben, je retrouverai peut-être toutes les factures sous le répertoire facture, tous les relevés de compte sous le répertoire relevés de compte. Ça se peut que ça change un peu, là, dépendant comment on va faire ça, mais ça va ressembler grosso modo à ça. Donc, ça va être une arborescence qui va faciliter la recherche. Ça va être la même chose au niveau d'OVH. OVH, tous les fichiers sont déjà sur une arborescence. Vous avez déjà fait cette arborescence-là. Nous, on va la conserver. On va vous prendre une copie intégrale des fichiers qui sont chez OVH. On va les compresser et on va vous les envoyer. Ça va être la même chose pour les pièces jointes. Probablement, lors de l'envoi, ils vont être compressés. Donc, au niveau technique, ça va être important que l'équipe technique de votre côté prenne ces fichiers-là, décompresse les fichiers et ensuite de ça, vous les rendre accessibles sur un répertoire commun. On va joindre aussi les rapports PDF vont joindre cette structure-là. Donc, à un moment donné, quand on va sortir les rapports PDF, on va vraiment les fusionner dans cette même structure-là. Comme ça, vous allez tout avoir. Ça va être centralisé dans un seul paquet de fichiers. L'objectif aussi de la rencontre aujourd'hui, c'est de nous dire si on n'oublie pas quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose qu'on a dans l'angle mort, un rapport qu'on aurait oublié, des données qu'on n'a pas pensé, en fait, des données qui sont plus importantes pour vous puis qu'on ne met peut-être pas l'accent dessus aujourd'hui, le fait que je n'ai pas parlé, ça va être hyper important que vous nous le disiez et que vous nous envoyiez l'information par le formulaire que Roberta a mentionné tantôt. C'est le but de la rencontre, c'est de trouver les choses qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a peut-être pas assez d'enfance puis que vous trouvez que c'est important. Au niveau des rapports qu'on va sortir en PDF, bien, factures financières, les factures internes, donc toutes les factures qui sont nulles, mais pour transférer entre différents objets de dépenses, on va les sortir. Les notes d'intérêt, les bordereaux de dépôt, les relevés de compte, les lettres de recouvrement. Ce sont des documents qui ont une valeur légale, vous avez besoin d'avoir. Ça va être la même chose quand on va arriver à approvisionnement comptabilité fournisseur. Là, on va sortir tous les documents que vous avez besoin, comme les commandes pro forma puis commandes régulières. On va les sortir les deux. Je vous ai dit qu'on vous allait donner un point de référence, donc les balances de vérification de Mosaic et de Dauphin, la liste des immobilisations, le détail des immobilisations corporelles, donc un peu le rapport trafic en 3 pages, on va le sortir et on va vous en donner une copie. Après ça va être probablement l'équipe de service qui va vous donner ça lors de la migration. Ils vont vous remettre le point de référence. Et la synthèse des dépôts par date, c'est un rapport qui permet de faire la conciliation bancaire qui vous aide à faire le lien entre Dauphin et Mosaic.
au niveau des rapports. L'outil de recherche. Donc, présentement, on est en train de travailler sur ça. C'est pas terminé, on est en train de concevoir ça. C'est surtout des requêtes SQL puis des vues SQL qui permettent d'aller chercher l'information. Et on essaie de faire des outils de recherche SQL qui vous permettent de faire des agrégats. Comme au niveau des listes d'immobilisation, on sort toutes les fiches d'immobilisation avec la valeur nette, l'amortissement accumulé, l'acquisition totale. Donc, vous êtes capable aussi de voir les valeurs ou des chiffres qui vont être récupérés ailleurs dans le système. Et on va vous mettre une panoplie d'exemples par vue. Ça va être quand même assez accessible dans le sens que les requêtes sont déjà faites, les vues vont être faites. Vous allez avoir des exemples pour aller chercher à peu près tout ce qu'on pense que vous avez de besoin, comme la charte de compte, les écritures comptables, tous les journaux des opérations diverses, donc les écritures manuelles que vous avez faites dans le système, vous allez être capable de les avoir. Les transactions bancaires, donc tout ce qui est passé sur le compte de vente, les bordereaux de dépôt, la liste des immobilisations, toutes les transactions des immobilisations, acquisition, amortissement, ajustement d'amortissement, ajustement d'acquisition, sont tous disponibles. Amortissement par année de mise en service. On veut savoir c'est quoi les amortissements par année de mise en service qui a été fait dans Mosaic. Vous allez être capable de retrouver ces informations-là. Au niveau de la comptabilité client, bien, toutes les informations au niveau des fiches clients, des factures financières, des journaux, des encaissements. Et là, j'en passe, là, toute l'information va être là et sera disponible. Puis ça, c'est les requêtes que nous, on va avoir faites pour que vous soyez capable de retracer rapidement, d'aller chercher l'information que vous avez besoin. Mais il n'y a rien qui vous empêche ensuite de ça de faire vos propres requêtes puis d'aller chercher n'importe quelle information. Parce que tout ce qui existait dans Mosaic va exister dans l'espèce d'entrepôt de données là, que vous allez avoir. Bien important, cette base de données-là qu'on va vous remettre qui contient toutes les données de Mosaic n'est pas sécurisée. N'est pas sécurisé en soi, dans le sens que nous, on vous remet ça avec des requêtes, mais une fois qu'on vous la donne et que vous l'avez en main, ça va être important aussi de la sécuriser. Donc, si vous voulez donner accès à des personnes, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'utilisateur ou de ségrégation de fait avec des utilisateurs dessus qui vous permettent de dire, bien, cette personne-là a le droit à telle vue ou telle chose. Fait que si vous faites des documents Excel, qui se connectent sur la base de données, bien important d'aller sécuriser cet espace-là avant de faire ça. Donc, ça va vraiment vous appartenir et vous allez pouvoir l'exploiter comme vous voulez. Donc, au niveau de la gouvernance et sécurité, bien, pour nous, c'est hyper important d'être transparent par rapport à ça. Donc, tout le processus de migration sera transparent. On va vous tenir au courant de toutes les étapes, une à une. Là, présentement, vous avez vu un premier jet de la solution, comment on va faire, comment on va gérer l'information. Lorsqu'il va y avoir un changement, on va le communiquer. Ce qu'on veut, c'est que les CS soient en fait au diapason avec nous dans le terme de savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les traitements qu'on fait sur ces données-là, comment on va exploiter ces données-là. Nous, on ne va pas prendre vos données et ils ne seront pas accessibles pour personne d'autre. Les seules personnes ou les parties prenantes qui vont avoir accès aux données sera aussi visible pour vous. Donc, principalement, qui va avoir accès, c'est les conseillers en implantation, ceux qui vont vous suivre pour l'implantation et les développeurs qui vont faire la migration. Il n'y a personne d'autre qui va avoir accès à ces données-là. Ça va être dans un environnement sécurisé et fermé. On va être autant aussi transparent en termes de destruction de données. Qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va fermer Mosaic, lorsqu'on va prendre vos données, les archiver, comment on va les archiver, comment ils vont être détruits, combien de temps ils vont être détruits. Ça, ce n'est pas tout bien défini encore, mais on travaille là-dessus, puis c'est quelque chose qu'on pense qui est important, sera vraiment transmis au réseau lorsqu'on aura toutes les réponses à ça. Et les limites des responsabilités, ça aussi, c'est important dans le sens que oui, nous, la GRIX, on va s'engager à garder vos données sécuritaires et confidentielles quand ils vont être dans notre environnement, mais lorsqu'on va vous remettre aussi à la fin un paquet, c'est important que vous allez prendre en charge cette responsabilité-là de sécuriser ces environnements-là et de prendre des copies. Donc, il y a une limite à un moment donné lorsqu'on va faire le transfert. On va utiliser des outils de transfert. En fait, le seul outil qu'on va utiliser, c'est Nextcloud, qui est un outil qui suit nos normes de sécurité, qui chiffre les données. Donc, on va toujours transférer les données entre les commissions scolaires et la GRIX avec Nextcloud. On va aussi, pendant qu'on va faire le projet de migration, on va toujours respecter la norme 34.5. Donc, on va avoir des environnements fermés. Tous les gens qui vont avoir accès à ces environnements-là ou à vos données vont devoir être préalablement définis et rentrer manuellement. Donc, on va avoir une traçabilité, une visibilité sur des gens qui exploitent vos données.
Donc, et ça, comme je vous dis, nous, on va être transparent. Présentement, c'est un peu à haut niveau, mais quand on va arriver dans le détail, puis quand on va faire la migration chez vous, ça sera noir sur blanc, bien défini, et vous serez conscient de tous les étapes. On ne vendra pas vos données, il n'y a personne qui va pouvoir utiliser vos données, ça va être bien protégé. Ça faisait le tour pour le développement. Peut-être j'ai parlé vite. J'espère que non. Je vais passer la parole à Martin, qui va vous parler maintenant du service puis de l'offre au niveau du service. Je vais arrêter le partage, Martin. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais démarrer mon partage d'écran. Ça, ça. Oups. Voilà, alors vous devriez voir mon écran. Je vais partir là. Diantre. Attendez juste un écran un instant, je vais juste partager l'autre écran. Voilà. Alors, bonjour, Martin Dionne, directeur du service des projets d'implantation et de formation. Et puis là, on a vu la partie un peu plus, vraiment le processus, la migration elle-même, ce qui va être migré, les données, le détail des opérations de la migration. La migration, c'est un moment important, c'est un moment assez central dans tout ça, mais c'est pas c'est un processus, l'ensemble de tout ça. Et puis là, je vais vous parler plus des services d'accompagnement de tout ça. Alors, donc, quelques contextes objectifs, un échéancier serré pour les services, c'est une de nos principales contraintes. 72 commissions scolaires qui ont immobilisation et comptabilité client, 72 commissions scolaires qui doivent se réapproprier ces applications-là dans un délai de 30 mois, de septembre 2020 à décembre 2022. Donc, ça donne un échéancier assez serré. Ça fait partie des contraintes. Puis, il y en a qui vont dire « Ah, c'est juste, OK, IMO-CC, c'est pas si gros que ça. » Mais c'est quand même un projet qui est assez complexe. Il y a beaucoup de processus là-dedans. Il y a des choses qu'on fait qui ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a des services, il y a des processus aussi d'affaires qui ont été complètement abandonnés dans Dauphin. La comptabilité client n'existe plus dans Dauphin. Il n'y a plus personne qui en fait des encaissements dans Dauphin. Donc, il y a des processus à se réapproprier. Il y a aussi une interdépendance des équipes. Là, vous voyez, avec ce que André présentait, il y a une partie du travail qui doit être faite par les TI absolument chez vous. Il y a évidemment des finances qui sont appelées à travailler à tout ça. Et puis, comptabilité fournisseur, approvisionnement, RH aussi, la dotation. Donc, des équipes qui sont très interdépendantes. Dans tout ça, la marge d'erreur est assez étroite. Donc, ça prend vraiment une planification là, qui est serrée. Et puis, pour faire tout ça, nous, on a une approche par projet qui va permettre d'organiser l'ensemble des activités. On intègre des principes de gestion du changement. On va avoir de l'expertise en gestion du changement au sein de l'équipe de service pour appuyer ça, faire adhérer, faire comprendre, puis bien planifier. Que ce ne soit pas juste un projet qui se fasse, là, puis on balaye du revers de la main, mais vraiment qu'on adhère à l'ensemble de tout ça. Et puis des conseillers en implantation que vous connaissez, là, qui vont procéder à l'implantation elle-même. Comment ça se passe un peu tout ça? Comment est-ce qu'on est en train de voir la carte se dessiner? En fait, il y a plusieurs types de situations. Et puis là, on essayait de regarder qu'est-ce qui est un petit projet, qu'est-ce qui est un gros projet, puis on essayait de prévoir un peu comment on pourrait déployer. On se rend compte assez rapidement là, que les éléments majeurs, c'est pas tant la taille d'ACS, même si c'est un aspect, c'est pas que c'est pas à balayer du revers de la main, mais c'est surtout le degré d'implantation qui définit la taille du projet. Il y a des CS, des très grandes CS qui utilisent KIMO et CC de manière centralisée. Même si c'est une grande CS, pour nous, c'est un projet qui est assez simple.
Alors que des plus petites CS qui, eux, sont allés beaucoup plus larges, qui ont déployé complètement, peut-être qu'il y a moins d'établissements, mais donc l'intégration est beaucoup plus avancée. Là, donc, pour nous, c'est un plus grand projet. La carte, vous la voyez un peu, là, les types de situations. Les CS qui ont juste IMO puis comptabilité client, c'est la seule chose qu'ils ont, c'est 36 CS. C'est donc la moitié des commissions scolaires, des centres de services scolaires maintenant. Donc, 36 qui sont dans cet état-là, qui ont IMO, CC, puis ressources humaines aussi. Bon, vous voyez les chiffres, là, je ne lirai pas simplement la slide, là. 7 CS, 9 CS, et puis l'ensemble des modules. L'ensemble des modules, ça, c'est à divers degrés, là, qui ont IMO, CC, comptabilité fournisseur, approvisionnement, dotation, dans différents états là, décentralisés ou centralisés, là, ben, ça donne quand même 20 CS. Ça, ce sont des projets beaucoup plus importants pour nous, qui sont beaucoup plus larges. Là, présentement, je vais vous parler beaucoup plus précisément d'IMO et CC parce que c'est ce qui est le plus tangible, c'est le premier morceau qui va sortir. Mais évidemment, on planifie les prochaines étapes aussi. L'idée, c'est que les commissions scolaires là, soient migrées complètement et non pas par module. C'est-à-dire qu'on ne fera pas IMO-CC, mais pour une CS que tout, là. On ne fera pas IMO-CC, on laisse ça de côté, puis après ça, un an plus tard, on fait CFA-Pro, puis après ça, 8 mois plus tard, on fait RH. Parce que la vision, c'est qu'on lance le projet de réappropriation pour une CS donnée, et puis on commence, on fait toutes les étapes, et puis à la fin du processus, on retire carrément AX de chez OVH, et puis ben, là, on a fait un coût d'hébergement, et puis tout ça, c'est lié là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que tout soit fait dans les mêmes semaines? Évidemment que non. IMO-CC va certainement être le premier morceau. Si vous avez CFAPO aussi, bien, on va juste s'assurer que tout ça est bien attaché, puis qu'il y a des choses qui il y a des éléments qui vont être lancés en IMO-CC. En même temps, on va commencer à travailler un petit peu sur CFAPO, puis tout ça, ça va être une vague, et puis il faut le voir comme un tout qui se fait dans une séquence, mais condensée. Ouais, donc évidemment, les premiers qui pourront débuter tout ça, c'est ceux qui ont immobilisation et comptabilité client, oui. Ceux qui ont les autres modules vont suivre la vague. Ça va aussi dans la vague du développement, les outils, puis de la conception de service, pas juste le développement de la solution, mais la conception du service aussi. Donc, on est très proche d'avoir quelque chose de fonctionnel pour IMO et CC. Le travail se poursuit sur CF et APRO. Dotation, vous avez vu le calendrier qu'a présenté Bertha au début. Que vous comprenez un peu le principe de ça. Là. Puis à la fin, ben, ça va être ceux qui ont tous les modules, évidemment. Une stratégie mixte permettra de faire la migration d'une CS ayant seulement... Oui, dans le fond, ce que ça dit, le dernier point, là, c'est qu'on ne fera pas tous ceux qui ont juste IMO-CC d'abord, puis après ça, on fait ceux qui ont... dans le fond, ceux qui ont IMO-CC, là, ils vont être répartis à travers l'ensemble du calendrier de 30 mois. Il va toujours en avoir qui sont juste IMO-CC, qui sont en réappropriation. À un moment donné, on va ajouter ceux qui sont en IMO-CC, CFA-Pro. Et puis donc, là, à notre calendrier à nous, on va avoir deux CS qui sont IMO-CC, une qui a aussi CFA-Pro, puis tout ça, ça va se passer en même temps. C'est pas séquentiel, on fait juste si je reviens à mes types de CS, là, les types de situations, on ne fait pas d'abord la situation 1, puis ensuite la situation 2, puis ensuite la situation 3. Pendant tout le long, on va avoir la situation 1. Dès que ça va être disponible, on va en parallèle partir des CS qui sont sur la même situation 2, et puis 3, et puis 4. Vous comprenez le principe. C'est juste qu'on ne les fait pas en train, un après l'autre. On les fait, on part la première vague, on ajoute la deuxième vague, puis on ajoute la troisième vague. Alors, voilà. Une implantation par phase. Donc, on va quand même découper le service dans ces trois phases-là que vous voyez. Il y a une phase préparatoire là, qui va contenir un atelier d'orientation pour expliquer un peu ce que vous aviez. Là, un atelier d'orientation, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de présenter avec un bon niveau de détail, là, voici ce qu'on s'apprête à faire. Là. Au moment où on se parle, c'est ça la situation.
Ensuite, on parle de la préparation puis de la planification des activités. On parle des devoirs à faire aussi. Et puis donc, l'atelier d'orientation, il permet de nous orienter face à votre situation et à vous de vous orienter face au projet. L'atelier de planification de projet, lui, va aller faire une préparation fine. Là. OK, le 19, on fait telle chose. Le 21, on fait telle autre chose. Et puis, donc, c'est vraiment c'est la planification fine. C'est l'échéancier lui-même. Il y a des ateliers de préparation à la gestion du changement. Comment tout ça, ça va être communiqué? Comment est-ce que tout ça, surtout quand on va aller en décentralisation et puis qu'il y a probablement, pour l'approvisionnement, il y a des centres à prévoir puis à faire, à ramener. Donc, c'est toutes ces activités-là là, de communication, d'adhésion. Essayer de voir, y a-t-il des foyers de gens qui sont un peu plus réfractaires. Alors, c'est tout ça. Et puis, il y a des requêtes de préparation de données. Là. Ici, c'est le mot requête qui est là, mais c'est plus la préparation des données. C'est ce que André disait, là, qui peut être fait en amont. Vous allez voir un peu comment on prévoit tout ça. La réalisation elle-même, ben, c'est les analyses d'intégrité et puis c'est les étapes que décrivait André un peu plus tôt. À ça, on ajoute évidemment la formation elle-même parce qu'il y a des processus qui sont peu actifs. Il y a eu du mouvement personnel aussi. Il y a des formations donc à donner. Il y a des processus à s'approprier ou à se réapproprier, prévoir de la décentralisation. Et puis, ben, pendant toute cette phase-là, là, il y a des statuts d'avancement de projet puis de gestion de changement. En post-implantation, il y a des activités à prévoir aussi. Là. Il y a des activités cycliques. Là. Il y a certainement de la formation à redonner sur les fermetures d'année, les fermetures de trimestre. Il faut ramener ça dans une on était avec des processus d'un côté, des processus de l'autre. Là, il y a des choses qui changent. Donc, il y a des formations, puis bon, il y a des activités à prévoir à la fin. On va, pour tous les projets, on va tenir une activité de bilan. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, on va tomber dans un soutien technique fonctionnel un peu plus régulier, là, comme vous le connaissez. Ça, c'est les grands principes, les grandes étapes, et puis voilà, voilà, voilà. Mais mettons qu'on met ça dans un calendrier, là, à quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler un peu à ça. Il y a une phase de préparation qui, elle, peut être tenue en amont. Là, on pourrait, on va tenir, avant même la réalisation, on va tenir la phase de préparation. Là-dessus, vous voyez, il y a des ateliers de formation, il y a des devoirs que vous devez faire, il y a des travaux que nous, on doit faire, puis il y a tout un ensemble de suivi qui se greffe à ça. Les formations là, dans la préparation, où il y en a déjà qui a été offerte. Là. Il y a plusieurs CS qui ont déjà assisté à une formation de balancement des auxiliaires qui a eu lieu il y a quelques semaines. Je ne me rappelle plus la date exacte. Évidemment, ces formations-là, on va les offrir ponctuellement, puis on va les ramener, et puis toutes les CS, en plus, c'est des bonnes pratiques. Là. On le fait dans le cadre du projet de rap des sacs, là, mais balancer ces auxiliaires, c'est un peu une bonne pratique. Donc, une préparation, la formation. Après ça, mettons qu'on lancerait ça, là, ben, des CS qui sont prévus pour l'automne vont au tout début de la période, du trimestre, là, avoir des ateliers d'orientation. On va faire des suivis en gestion du changement aussi. On va commencer à faire une amorce. Il y a des ateliers de planification qui vont se faire. Et puis, regardez les semaines. Là. Bon, la semaine 1 de formation du balancement des auxiliaires, à la limite, elle peut être faite vraiment avant. Mais ici, là, toutes les semaines, on commence à avoir des activités. Pendant la phase de réalisation, là aussi, là, on va vouloir former les gens à l'utilisation avant qu'il y ait à l'utiliser, ce qui est un principe assez, bon, assez normal. Et puis donc, des formations, la semaine 2, ici, on est dans la simulation, c'est le paquet dont André parlait. Et puis, après cette simulation-là, on va avoir des rapports, là, on va avoir des résultats de cette simulation-là. Il y a peut-être des corrections qu'il faut faire. Dans la semaine 3, ça vous donne une semaine, 6 jours, 7 et demi pour faire vos corrections, faire les aménagements nécessaires. Nous, évidemment, on est en soutien de ça. On participe à l'analyse avec vous, on fait de l'accompagnement. Et puis après ça, il y a la migration proprement parler. Et puis là, ben voilà, donc ça, c'est le pivot, là. Et puis, une fois que c'est fait, ben, après ça, on tombe dans la phase de post-implantation, les activités bilan, les activités de consolidation, le soutien, puis des formations cycliques qu'il y a à prévoir par la suite. Ça, c'est ce qui se dessine pour IMO et CC.
On commence un pilotage cet été et puis c'est des services qui vont se déployer à partir du mois de septembre de l'automne et par la suite. Dans une vision globale, mais ça c'est la vision très concrète d'IMO et CC. Si on veut élargir un peu, c'est ces mêmes principes-là, ces mêmes familles d'activités-là qui vont être reproduites pour l'ensemble des modules à se réapproprier. Si on le voyait dans une perspective plus large, pour une CS qui a tout, là, dans la partie de préparation, ben, dans la première semaine, on va aller chercher les gens de l'IMO-CC, puis là, on va faire l'atelier d'orientation, puis on va condenser les activités dans une semaine. Dans semaine 2, il va probablement avoir du travail préparatoire à faire par les gens qui travaillent en IMO-CC. Ben, on va en profiter pour aller chercher les gens de RH, puis on va commencer à les sensibiliser pour la dotation. La semaine 3, CF APRO, c'est le fun, CF APRO, on dit dans un CF APRO, mais dans CF APRO, le CF, là, c'est la même gang aussi de finances qui travaille probablement pour IMO et CC. Fait que donc, IMO CC dans semaine 1, semaine 2, ils se remettent ça en tête, et puis semaine 3, on tombe dans CF APRO, dans cette vision-là. Donc, c'est un peu chargé. Hein? Et puis, vous voyez après ça le déploiement. IMO-CC, dans la diapo précédente, là, je montrais que c'est de la réalisation à s'échelonner sur à peu près 4 semaines. Donc, semaine 1, 2, 3, 4. Et puis, dotation, on pense que ça pourrait être à peu près ça, 4 semaines aussi. CFAPRO, probablement un peu plus, on pourrait prévoir que c'est un peu plus long. On donne un petit peu de temps avant de passer en post-implantation. Mais pendant un certain moment, là, il va y avoir une effervescence d'activités et puis il va y avoir des activités donc, qui vont se passer dans la même semaine. Et puis, quand on disait que l'interdépendance des services, là, ici, c'est névralgique. Il va falloir le planifier finement et puis ça va être important de mobiliser les gens dans ce projet-là. Alors, c'est pas mal ça la vision globale. Évidemment, toutes ces activités-là vont se préciser au courant des prochaines semaines, des prochains mois. On va vous tenir informés de l'ensemble des progressions de ça. Là, on souhaite être transparent avec vous. Ce qui se dessine le plus clairement, c'est cette partie-ci. Et ça, ici, on est assez solide sur ces activités-là. On souhaite avoir votre son de cloche aussi. Évidemment, Roberta le disait, là, il y a un sondage qui va suivre. Et puis, voilà, c'est à peu près ça qui est ça. Je vais repasser le micro à Roberta en arrêtant mon partage d'écran. En fait, on a amplement le temps pour des questions. On a un de nos collègues en particulier qui parle très vite, même s'il s'est mis des post-it pour ralentir, je pense qu'il va aller très vite. Mais d'après moi, ça va être apprécié parce qu'Alexandra nous dit qu'il y a quand même beaucoup de contenu dans le chat. Alex, est-ce que tu veux nous défiler les questions? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, je vais faire les questions dans l'ordre que je les ai reçues. Donc, Marc Côté a demandé, donc Mosaïque Finance est inclus avec APRO? Mosaïque Finance, en fait, Mosaïque Finance, c'est l'ensemble de toutes les dimensions financières de AX, mais quand on l'a déployé, on y est allé par ensemble de fonctions. Pour la réappropriation, on ramène cette idée-là d'ensemble de fonctions. Donc, Mosaïque Finance, c'est pas juste l'approvisionnement, il y a un lien fort, mais Mosaïque Finance, c'est IMO et CC, donc immobilisation comptabilité client, et la partie CF, comptabilité fournisseur, de CF APRO. Évidemment, il y a un lien fort entre la comptabilité fournisseur et l'approvisionnement. Fait qu'il faut le penser en interdépendance, il faut le penser global, mais Mosaïque Finance dépasse la simple partie CF APRO, mais il y a un lien. Je ne sais pas si je réponds suffisamment clairement. La prochaine question, toujours Marc, côté, est-ce que la migration peut être faite pendant une fin de semaine? On jongle avec ça beaucoup là présentement. Est-ce qu'il y a des activités qui peuvent faire de soir, de fin de semaine?
on évalue. Il y a des impacts que je ne vous le cacherai pas, là, on est dans des milieux syndiqués, vous êtes dans des milieux syndiqués, on regarde comment est-ce qu'on peut aménager le temps là-dedans, et puis on sous-pèse ça. Qui dit fin de semaine, par exemple, dit oups, c'est un problème, c'est plus compliqué aussi de vous contacter, mais c'est quelque chose qui est très sérieusement étudié. Il faut garder en tête que nous, excusez-moi, en tête qu'on va essayer de s'assurer que la migration se fasse le plus rapidement possible, puis que le temps d'arrêt des CS, tu sais, pour nous, c'est hyper important que les CS soient arrêtés le moins longtemps possible, mais il y a des activités, puis il y a des interdépendances entre les formations puis la migration. Fait que des fois, c'est un peu plus long. Et comme dit mon collègue, on en regarde toutes les possibilités. Et toujours Marc Côté, de quelle façon les données recueillies par la GRIX dans Mosaic AX seront détruites? Ça aussi, c'est en évaluation. En fait, on va se pencher sur ça. Encore, comment on va les détruire, combien de temps on va les conserver, est-ce qu'on doit les conserver. Tout ça fait partie aussi d'engagements et de contrats qui sont déjà signés avec l'hébergement. Présentement, je pense qu'on avait un engagement de garder les données pour 180 jours, puis ensuite de ça, les supprimer. Mais ce n'est pas clair encore. On va regarder ce qu'on va faire avec les données. Est-ce qu'on va offrir des services d'hébergement pour les données puis garder vos données de notre côté, ou on va simplement les détruire? Puis si on les détruit, comment on les détruit? Même chose si on les conserve, on a un service de conservation de données. Comment on va les chiffrer? Comment on va les sécuriser? Ça, c'est toutes des questions qui sont dans notre tête. On n'a pas de réponse aujourd'hui pour ça, mais on y pense fort, puis on va arriver avec des réponses quand on va faire la migration réellement. Chantal Monfette, les pièces jaunes qui sont ramenées, on les ramène par CS. Est-ce qu'il y a un besoin de les séparer par école ou pour la confidentialité? Aussi, on y pense. En fait, on est en train de regarder, comme je disais tantôt, l'arborescence que j'ai présentée n'est pas seulement l'arborescence qu'on va prendre. On est en train de regarder si on ne peut pas le séparer par département responsable ou tout simplement par structure comme client, donc avec le numéro de client. Donc là, c'est encore en réflexion, mais effectivement, ça peut être un bon point. On pourrait le faire par département responsable pour que les écoles aient accès plus à leurs factures, leurs documents. Marc Côté, qu'arrive-t-il des workflows configurés dans Mosaic? Les workflows de Mosaic vont rester évidemment dans Mosaic. C'est une réappropriation des applications patrimoniales. Ça implique donc qu'on revient à ce qu'offre le patrimonial. Il n'y a pas de notion de workflow aussi poussée dans le patrimonial que ce qu'il y a dans AX, évidemment. Il y a quand même des choses dans achat. Mais rien qui est l'équivalent de ce qu'offrait AX. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de, on ne conserve pas ce principe-là. Hélène Goyer, j'espère que je le prononce bien. Tous ces outils seront déposés dans l'entrepôt de données dans la base ISTO? Oui, mais en fait, toutes les données, tous les outils de migration, en fait, les outils de recherche vont être donnés lors de la migration, puis ils vont être disponibles directement dans la base Mosisto qu'on va vous remettre, là. Toutes les vues seront déjà là. Fait que vous auriez simplement à faire les requêtes, puis d'aller regarder les exemples de requêtes qui seront fournis aussi. Mais ça sera bien documenté aussi, là. Quand on va faire la migration, on va vous donner une documentation par rapport aux requêtes qu'on a faites. Isabelle, je n'ai pas le nom de famille. Qui roulera les requêtes SQL? C'est pas simple à définir et rouler. Du côté des commissions scolaires, c'est là qu'il faut regarder avec le département des TI. Est-ce qu'on veut rouler avec des requêtes SQL et donner accès à tout le monde à SQL? Est-ce qu'on veut faire un Excel ou un tableau croisé? Est-ce qu'on veut utiliser Power BI? Est-ce qu'on veut utiliser Tableau? Il n'y a pas de limite, mais ce ne sera pas nécessairement la personne aux finances qui va devoir rouler les requêtes SQL. On s'adresse plus peut-être aux TI qui formatent ça sur un format que les gens des finances puissent l'utiliser. Puis le terme, il faut sécuriser aussi ces données-là, dans le sens qu'on va donner un entrepôt de données qui vous permet d'aller exploiter à peu près tous les données de Mosaic, mais il n'y a pas de sécurité. Donc, si on veut donner accès à quelqu'un aux finances, mais il faut faire des vues, puis il faut faire une sécurité sur ces vues-là. Puis ça va être les départements des TI, des commissions scolaires qui vont être responsables de ça. Judith Lagac, qu'en est-il du MAO décentralisé, création automatique et des différentes souches de factures? Pour les MAO décentralisés, nous, quand on fait la migration des immobilisations, on va répliquer l'auxiliaire de
Mosaïque dans Dauphin. Donc, toutes les fiches décentralisées vont exister dans Dauphin pour question de traçabilité d'historique. Donc, il faut que tout soit là. On ne fera pas disparaître des fiches, on n'essaiera pas de faire de la convergence, donc de fusionner les fiches explosées dans la Mosaïque, les ramener dans Dauphin sous une même fiche. On va conserver cette traçabilité-là. Donc, toutes les fiches qui sont explosées, le MAO explosé dans Mosaïque va revenir exploser dans Dauphin. On va vous demander de reprendre les processus comme vous utilisiez dans Dauphin. Il ne faut pas oublier que le calcul des amortissements et la façon que ça fonctionnait dans Dauphin n'est pas la même que dans Mosaïque. Fait que aussi, il va y avoir probablement des petites différences en termes de dépenses d'amortissement. Ce pas des dépenses qui vont être matérielles, donc ça va être non matériel, ce ne sera pas extrêmement gros, mais on change vraiment de méthode. Donc, le calcul ne se fait pas nécessairement pareil de la même façon en arrière. Ça, c'est à prendre en considération. Puis, toutes les fiches MAO, bien, effectivement, ils vont se fermer dans 36 mois. Dans Dauphin, c'est très précis, c'est 36 mois. Chaque dépense vit 36 mois. Si je rajoute une dépense sur une fiche, la dépense va vivre en 36 mois. Tandis que dans Mosaïque, les fiches vivent 36 mois. Même si je rajoute une dépense dessus, elle ne va pas vivre 36 mois, cette dépense-là. Elle va vivre les mois qui restent. Fait que si la fiche, il reste 20 mois, elle va juste être amortie pendant 20 mois. Donc, quand on va ramener ça dans Dauphin, les fiches explosées, bien, ils vont être fermés. Il va falloir les fermer, on ne les réutilisera pas. Ils devaient faire comme vous faisiez avant. Le processus, c'était de créer des fiches par année. Donc, on va fonctionner de la même façon qu'on fonctionnait quand on était dans Dauphin. Est-ce que ça répond à la question? Jonathan, je n'ai pas le nom de famille. Est-ce qu'on a une date approximative d'une rencontre similaire par rapport à la transition pour le module RH? Roberta, Oui, pardon, j'arrive. Je m'étais mis sur mute. J'ai pas la date encore. On visait fin de ce mois, début juin. Mais je vais rapidement confirmer quelque chose. Martine Lacombe. Est-ce que les requêtes SQL permettront d'estimer la dépense d'amortissement annuel comme on le fait présentement dans l'environnement pré-prod? Ben oui, tu pourrais faire ça pour faire une estimation de l'année d'après. Ben, il n'y a rien qui empêcherait. Là, les requêtes SQL vont être capables de faire des calculs aussi, mais avec le temps, ça va se dégrader dans le sens que ça n'aura pas nécessairement la valeur à long terme. Parce que éventuellement, toutes les transactions vont se ramasser dans le Dauphin. Fait que même si tu consulterais l'entrepôt et tu ferais des requêtes pour essayer d'étudier l'amortissement dans le futur, mais il va te manquer un jeu de données, le jeu de données qui va être dans le Dauphin maintenant. Fait que oui, si tu fais une espèce de fusion, mais là, ça va être vraiment au TI de faire une espèce de requête qui va chercher des données d'un bord, va chercher des données d'un bord, puis essayer de cruncher pour sortir ce calcul-là, mais ça ne sera pas si simple que ça parce que les données vont exister dans deux systèmes. Fait que les requêtes d'office ne permettront pas de faire ça. Mais est-ce que vous pouvez le faire? Oui, certainement, avec une logique d'affaires derrière tout ça, mais ce ne sera pas facile comme vous le faisiez avant dans Mosaïque. On ouvrait Mosaïque, on faisait un journal d'amortissement, on calculait pour les 10 prochaines années, puis on regardait ce que ça faisait, puis après ça, on supprimait le journal. Il n'y aura plus cette possibilité-là. Isabelle, je pense qu'elle aura rebondi sur la réponse à sa question pour les requêtes SQL, qui est-ce qui le roulera? À chaque demande, on devra faire une demande OTI, c'est bien ça? J'imagine que lorsqu'on va arriver pour CC IMO, c'est important que dans le processus de migration, les TI s'impliquent et là, on leur remettra l'ensemble des requêtes. Puis ça serait bon d'évaluer à ce moment-là les besoins en termes d'information pour l'aspect financier, pour le département aussi qui va s'occuper de la démobilisation. Si ce n'est pas la même personne, peut-être de planifier c'est quoi les besoins qu'ils ont, puis de leur sortir peut-être des requêtes, des chiffriers Excel qui sont connectés sur ces données-là, puis de leur donner accès à ces données-là. Ce serait bon, de travailler conjointement avec le département des TI pour évaluer vos besoins. Puis, comme on dit, au départ, c'est sûr que vous allez consommer ces données-là parce que c'est le courant. Dans un mois ou deux, ça ne sera plus nécessairement le courant. Dans un an, ça va être ceux qui ont des litiges que vous avez besoin d'informations. Puis, dans 2 ans, bien, vous allez exploiter de moins en moins parce que ça va être directement Dauphin. Fait que la valeur va décroître avec le temps. C'est pour ça qu'on n'allait pas avec une solution exhaustive, là, puis de ramener toutes les transactions dans le système Dauphin. C'était hyper complexe, puis ça aurait pris un temps fou. On a des temps limités là, pour sortir de Mosaïque. Marie-Noëlle Lambert, est-ce que le script pour faire la concordance entre les clients dans Mosaïque et Dauphin serait disponible en ce moment ou très bientôt, ou y a-t-il une procédure que nous pourrions faire nous-mêmes? Nous avons des employés qui ont du temps pour faire ce travail en ce moment.
En fait, si vous avez MoCC présentement, tous les clients qui n'ont pas d'adresse dans Dauphin, vous pouvez juste bien vous assurer que dans Mosaic, les adresses sont correctes. Puis si vous faites ça, bien, tous les clients qui n'ont pas d'adresse dans Dauphin vont se ramasser avec l'adresse qu'ils ont dans Mosaic. Le problème, c'est quand vous avez un client qui est fournisseur dans Dauphin et que l'adresse que vous exploitez pour le fournisseur dans Dauphin n'est pas la même que le client dans Mosaic. Et là, s'il y a une discordance entre ces deux-là, bien, vous pouvez mettre la bonne adresse que vous voulez aussi dans Mosaic. Puis quand on va sortir des données Mosaic, on va vous donner un chiffrier, donc un CSV que vous allez pouvoir dans Excel, vous allez pouvoir valider. Mais vous pouvez déjà faire le ménage dans Mosaic. Oui, vous pouvez le faire. Le script ne devrait pas tarder, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va donner au monde pour qu'ils roulent ça de leur côté. On va le faire. Comme on a dit, nous, on va prendre en main tout ce carcan-là, puis on va essayer de le faire le plus clé en main possible. Mais dès que vous pouvez commencer à le faire dans vos bases directement. Puis il n'y a rien qui nous dit non plus qu'on ne pourra pas éventuellement rouler ce script-là pour vous puis donner accès à ce fichier-là avant la migration, que vous voyez déjà qu'est-ce que ça a l'air. Ça, je ne vois pas pourquoi. Mais on va commencer. Nous notre premier jalon important, ça va être le pilotage cet été. C'est là qu'on va mettre à l'épreuve notre processus, notre façon de faire. Puis avec ça, je pense qu'on va être partant. Puis c'est le genre de choses qu'on va analyser, mais c'est une très bonne. Hélène Goyer, allez-vous conserver le numéro de référence client des factures de Mosaic vers Dauphin? Nous utilisons ce champ pour conserver un numéro de facture généré par des systèmes satellites. Le numéro référence, la souche de numéro, le numéro de souche de la facture? Donc, c'est un champ, André, qui est quand tu fais ton encaissement, il y a le numéro de référence client, c'est un champ du journal des... Et là, tu parles du journal des paiements. Ou OK, quand tu fais une facture accélérée ou un encaissement dans Mosaic, il y a un numéro de référence, oui, bien ça va être conservé. Vous allez avoir plein de façons de récupérer cette information-là. Est-ce qu'il ne sera pas retourné nécessairement dans Mosaic? Si c'est parce que ce n'est pas une facture, c'est un paiement. Les paiements ne sont pas retournés dans Mosaic. Mais vous allez... Sur la facture, par exemple, il me semble que le champ est sur la facture. Mais... Customer ref. Ouais, la donnée, c'est Customer Ref. Ça se peut. Regardez, de toute façon, c'est certain que ces données-là, on les ramène dans l'entrepôt. Comment est-ce qu'ils vont être liés dans la base de données Mosaic historique? Oui, on va le regarder puis on pourra vous revenir avec ça. Et d'après ça, c'est comme Martin a dit, c'est certain que vous allez avoir y accès au niveau de l'entrepôt de données. Ça, je l'ai vu déjà, le numéro de référence. Mais au niveau de ramener cette information-là dans Dauphin, pas nécessairement possible si on copie des factures puis il n'y a pas de champ qui nous permet de le mettre dedans. Si la structure de données dans Dauphin n'a pas ce champ-là, on ne va pas aller altérer la structure des données dans Dauphin. Judith Lagac qui pose la question, les souches de factures de comptabilité client. Est-ce que ça rebondit sur une question? Mais, je peux peut-être juste commencer avec ça. Les souches de numéros de facture dans Mosaic étaient spécifiques. Là. Il y avait la numérotation avec un département responsable. Il y avait beaucoup de tri qui faisaient avec ça. Ça, malheureusement, on va revenir avec la vieille méthode. Mais les numéros des factures qui existent dans Mosaic vont être ramenés dans Dauphin avec cette numérotation-là. Mais dans Dauphin, il faut revenir avec la vieille méthode, la numérotation, le C, quelque chose. Là. Il n'y a pas de tri avec ça. On ne mettra pas de nouvelles fonctionnalités. C'est quelque chose qu'on perd, malheureusement. Lise Urbina, est-ce que la signature électronique sera utilisée pour les approbations de bons de commande, factures, etc.? Non. Mais dans Achat, il n'y avait pas la signature électronique. On n'avait pas le workflow comme on l'avait dans Mosaic. Ce n'est pas du tout la même affaire. Comme Roberta l'a dit, nous, le projet de retour dans les systèmes patrimoniaux, on ne fait pas d'avancement technologique, on ne fera pas de nouvelles fonctions. On va vraiment retourner dans les systèmes comme ils étaient. Judith, nous étions MAO centralisé avant Mosaic, donc changement de pratique? Oui, bien, ça, même chose que j'expliquais tantôt, les MAO explosés vont revenir dans Dauphin. Il n'y a rien éventuellement qui vous permettrait de revenir à une méthode centralisée. Sachez par exemple que vous avez décentralisé. Quand ils vont revenir dans Dauphin, ça va être décentralisé par Office. Donc, mettons que vous aviez une fiche
et vous avez fait une imputation comptable, je vais mettre un compte 0001 018 0 000. Ce compte-là, vous avez rentré tous vos immobilisations de cette catégorie de bâtiments sur ce compte-là. Mais quand ils vont revenir de Mosaïque à Dauphin, on va l'exploser. Puis comptablement partant, votre cohérence comptable dans Dauphin va balancer de façon explosée. Fait que vous pourrez continuer à les garder exploser dans Dauphin. Puis si jamais ça ne fait pas votre affaire, mais il y aura toujours moyen de revenir avec le temps vers une méthode très centralisée. Ça, il n'y aura pas de problème. Ça va. Il va falloir faire des étapes là, pour le ramener centralisé, dans le sens qu'il faut aller changer les fiches, il faut aller ensuite de ça faire peut-être une écriture à valeur nulle, là, de passer d'un compte à un compte, mais il n'y a rien qui vous empêcherait éventuellement de revenir vraiment très centralisé. Mais on n'avait comme pas le choix de ramener ça décentralisé pour garder la traçabilité, puis toutes les transactions qui ont passé sur les immobilisations, puis s'assurer surtout de la valeur du calcul d'amortissement. Martine Lacombe. Est-ce qu'on doit s'inscrire pour une implantation à l'automne? Dès qu'on va pouvoir vous publier un calendrier, puis on travaille tous les jours là-dessus. C'est complexe de monter un calendrier, là. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de jours, et puis il y a beaucoup de facteurs là, qui influencent le calendrier. Mais signifiez votre intérêt. On vous invite à signifier votre intérêt, là. Par contre, une inscription fixe dans un calendrier, ça va être diffusé dès qu'on va être en mesure de le faire, hein, le plus rapidement possible. Marc Côté, est-ce que les commissions scolaires vont pouvoir choisir le moment d'implantation? On ne s'est pas encore positionné là-dessus. En fait, c'est un peu ce que Martin dit, puis ce que j'amenais au début. Il y a vraiment un facteur de succès qui est en lien avec l'atteinte de la date cible. On ne s'est pas positionné à savoir comment on va y arriver, puis c'est qu'est-ce qui va être proposé là, comme plan d'action pour adhérer au calendrier. On travaille très fort là-dessus. Il y a un GGT qui est une rencontre de groupe de gestionnaires en TI le 4 juin. Selon ce qu'on aura avancé ou ce qu'on sera rendu, on pourra présenter certaines choses là. On s'est quand même donné fin juin comme cible pour proposer le calendrier au moins de l'automne avec le nombre de places disponibles. Fait qu'on travaille vers ça, mais on n'est vraiment pas prêt pour se prononcer encore là-dessus, pas du tout. Chantal Marcotte, quels sont les coûts de la GRIX pour ces migrations pour CC et IMO? La structure de coût non plus n'est pas complètement déterminée. Il y a eu des simulations de facturation qui ont été faites par les équipes de marketing. On parle quand même de plusieurs jours, mais je ne peux pas être tellement précis sur les coûts exacts de migration. Dès qu'on va être capable de vous donner des chiffres plus précis, là, il n'y a personne d'autre que nous autres qui ont plus hâte de vous les communiquer. Marc Côté, est-ce que les commissions scolaires se réapproprient leur base de données? Toutes les données seront sur nos serveurs? Oui, en fait, toutes les données de Mosaïque vont être de votre côté. Dauphin est déjà de votre côté, Achat aussi. Donc oui, ça va être complètement de votre côté. L'entrepôt de données va être aussi de votre côté à vous. Donc, ça va tout vous apporter. La seule chose, c'est que dans la table, en fait, dans la base de données qu'on va vous donner, qui est l'historique de Mosaïque, il y a plusieurs tables ou structures qui vont être enlevées d'office comme des tables avec des paramètres de configuration. Donc, il y a plusieurs informations qui ne seront pas nécessairement là, mais toutes les données de comptabilité client, d'immobilisation, pour l'instant, disons éventuellement approvisionnement puis comptabilité foncière, vont être là. Donc, toutes vos données vont être là. Tout ce qui vous appartient sont définitivement sur ces bases de données. Donc, oui, à la question. Martine Lacombe, est-ce qu'on pourra choisir de ne pas ramener dans Dauphin des clients qui n'ont eu aucune transaction dans Mosaïque? Présentement, on ne fait pas d'exclusion client, dans le sens qu'on va mettre à jour tous les clients, l'adresse client à partir d'un fichier. Fait que si on ne veut pas la mettre à jour, on peut l'enlever complètement du Excel sans problème. S'il n'y a pas de transaction dessus, on ne ramène pas de compte client. Fait qu'on ne créera pas un client qui n'existe. Si vous avez un client qui existe dans Mosaïque et qui n'existe pas dans Dauphin, on n'ira pas le créer. Mais s'il y a une transaction, on n'aura pas le choix. En fait, s'il y a une transaction, elle devrait déjà exister. Hein.
l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que c'est la fin des questions? Je ne sais pas. J'ai une question, moi, de mon côté. Jonathan qui m'a demandé si le PowerPoint va être accessible. Ben oui, le PowerPoint va être accessible. Je ne sais pas qui va s'occuper d'envoyer le lien. Peut-être Alexandra. C'est moi qui va s'occuper de faire le suivi là-dessus. En fait, il devrait être déposé sur la zone client, mais on va vous le confirmer. On va vous dire exactement il est où. L'enregistrement aussi va être fourni. Et j'ai pris des notes sur comment s'est déroulée la rencontre pour que vous ne soyez pas obligés de défiler tout l'enregistrement. Donc, j'ai pris des minutes là, pour à quelle heure on était rendu où. Ça va vous aider aussi pour aller reconsulter. S'il vous reste des questions, peut-être allumer votre caméra, puis on pourra détecter. Les micros, vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez. Roberta, là, c'est toi qui es présentement sur l'île. C'est Judith. On ne t'entendait pas. Une question. On ne m'entendait pas, merci. Je voulais juste vous dire... Ah, Judith, elle a une question? Oui, en fait, vu que c'est une réappropriation, dans le fond, vous prévoyez aucun développement d'ici l'implantation de Sagir? D'ici l'implantation de Sagir, c'est quand même quelques années. Tu sais, on aura le temps de se repositionner définitivement pas avant la fin des implantations parce que le focus est vraiment sur la réappropriation. Puis on verra par la suite. Mais pour l'instant, ces systèmes-là demeurent en déclin. Mais tu sais, c'est sûr que plus le projet du gouvernement va avancer, plus on va voir clair. Mais pour l'instant, la position, c'est qu'on ne fera pas évoluer ces systèmes-là. C'est également à la demande du ministère de garder l'environnement le plus stable et égal possible pour faciliter eux aussi l'analyse des écarts et pour pas que que la cible elle bouge tout au long du parcours. Donc, c'est certain que tout ce qui est légal, puis ces choses-là, on va continuer à les faire. Mais évolution de fonctionnalité, ça me surprendrait, là, je penserais vraiment pas. Okay, on va faire la maintenance aussi. Donc, s'il y a un bug, on va le corriger. Évidemment, oui, exactement. C'est correctif. OK, donc j'avais commencé à dire que en fait les questions elles sont beaucoup appréciées, votre participation. On a réussi à répondre à quelques questions, pas toutes. Il y a, comme je disais, la planification détaillée demeure en cours. On voulait commencer à vous donner un aperçu parce qu'on trouve qu'on a suffisamment avancé pour pouvoir vous donner une bonne idée. On va continuer dans ce mode-là. On a pris note de vos questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les inclure dans le formulaire. Moi, je vais vous faire parvenir ça ce matin. Et aussi, où retrouver l'enregistrement, peut-être pas ce matin, ça ira peut-être à la semaine prochaine, mais on va vous redonner signe pour aller chercher l'enregistrement de la rencontre. Donc, sans ne plus tarder, je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci vraiment à tous. Merci de votre participation. C'est très, très apprécié. Bye tout le monde. Au revoir. Merci et au revoir. Oui. Merci, bonne journée. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, Jonathan.